tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. C'est la première fois que j'en tourne un, donc je sais pas si ça va être trop long, j'espère pas. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 4 livres et 2 mangas. Le premier tome de la saga Nil de Lynn Matson aux éditions Pocket Jeunesse. Le premier tome de la saga Né à minuit de Sissy Hunter aux éditions Michel Lafon. Le roman Mémoire d'écume de Brigitte Guilbeault aux éditions Lilith. J'espère que j'ai pas trop écorché le nom. Ensuite, le roman Tim Burton Entretien avec Mark Salisbury, donc de Mark Salisbury, aux éditions Point. Pour les mangas, ce sera d'abord le premier tome de Love, Beloved, Live, Be Left de Yosaki Saka aux éditions Kana. Puis nous finirons avec le second volume de Anohana de Mitsu Izumi et Mari Okada aux éditions Panini. On commence donc avec Nil de Lynn Matson. C'est donc le premier tome d'une saga de science-fiction ou de fantastique ou de dystopie. En fait, on ne sait pas exactement dans quelle catégorie ça se situe en lisant le roman. Je pencherai plutôt pour le fantastique ou la science-fiction, mais rien n'est sûr. On commence par faire la connaissance du personnage de Charlie, qui est une jeune fille qui décide un beau jour de se rendre dans un magasin pour y rendre une jupe qui ne lui allait pas. Et sur la route, elle se sent tout d'un coup submergée d'une vague de chaleur. Elle se sent toute bizarre et c'est tellement puissant cette sensation que ça la fait s'évanouir. Et quand elle se réveille, elle n'est plus du tout sur le parking de sa ville. Elle se trouve sur une île et elle n'a aucune idée de comment elle est arrivée là. D'autant plus qu'elle est arrivée toute nue. Allez, super! La pauvre Charlie se retrouve donc dans un territoire inconnu et pendant 12 jours, elle va errer seule sur l'île en essayant de survivre comme elle peut, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une autre bande de jeunes qui la ramènent donc à leur camp. En fait, ils sont plusieurs autres jeunes à s'être tous réunis ensemble et avoir atterri sur la fameuse île. Pourquoi il n'y a que des adolescents sur cette île et pourquoi et comment ils sont arrivés là, personne ne le sait. Charlie est donc introduite à tout cet univers qu'elle ne connaît absolument pas, notamment par Tade, un jeune garçon de qui elle va se rapprocher très fortement. On lui explique un petit peu les règles de Nil, on lui explique un petit peu comment ça marche ici, notamment le principe des portails qui apparaissent tous les jours à midi et de manière aléatoire sur l'île. Les portails permettent de s'échapper de l'île, seulement ils ne peuvent accepter qu'une seule personne par portail. Ensuite, il y a des portails sortants comme ceux dont je viens de vous parler et des portails entrants qui peuvent faire atterrir soit un animal, soit une chose, donc quelque chose un peu un animal, un humain, un être un petit peu fantastique on va dire, on sait pas trop, ou un humain. Et enfin, la règle la plus fatale de Nil, c'est que vous avez 1 an pour tenter de vous échapper de l'île. Sinon, au bout des 365 jours, si vous êtes toujours là, eh bien vous mourrez subitement. Je dirais que ce roman a quelques petits défauts, mais globalement j'ai vraiment adoré cette histoire. Pour commencer, l'univers m'a énormément plu. Déjà parce que ça se passe sur une île et moi j'aime beaucoup tous les paysages qui sont type paradisiaque, style plage, soleil et tout ça. Nil a vraiment une géographie atypique. Il y a un papillon à la fenêtre, j'ai flippé ma vie. Les paysages absolument époustouflants, fantastiques, les descriptions sont absolument superbes. C'est vraiment très diversifié et j'ai adoré tout cet aspect de l'histoire. Honnêtement, j'aimerais pas atterrir sur Nil parce que c'est un endroit assez malsain et assez stressant. C'est une île presque vivante parce qu'elle joue carrément avec les personnages. Mais franchement, une partie de moi aurait quand même envie d'y aller juste pour le paysage parce que franchement, j'ai adoré. Voilà. Bon, je suis peut-être un petit peu sadique, je sais pas trop, mais voilà, c'est comme ça. Je sais pas où l'auteur est allé chercher ses idées pour l'île, mais franchement j'ai trouvé ça incroyable. Je vais le comparer Nil à d'autres univers, je dirais que c'est un petit mélange du Labyrinthe de James Dashner et de Jumanji. Je sais pas si vous connaissez le film Jumanji. Au niveau des personnages, c'est pareil, j'en ai adoré la plupart. Particulièrement les secondaires qui sont vraiment très attachants. Ils ont tous une importance et un rôle à jouer dans l'histoire, que ce soit les gentils ou ceux qui sont un petit peu moins gentils. Ou ceux qui sont des gros connards, disons-le, allez, hop. Certains personnages pensent qu'il y a une raison sur le fait qu'ils soient tous atterris sur Nil, qu'ils ne sont pas là par hasard. D'autres, comme Tade, pensent juste qu'ils sont là tout à fait par hasard et qu'il n'y a aucune raison au fait qu'ils soient ici, mis hormis la malchance. Charlie, notre héroïne principale, va particulièrement s'intéresser à ce phénomène. Elle se demande vraiment pourquoi ils ont atterri sur Nil et elle est assez ouverte d'esprit à ce sujet. J'ai beaucoup aimé cette héroïne parce qu'elle est assez équilibrée en fait. Elle arrive sur Nil déjà, elle arrive à se débrouiller toute seule pendant 12 jours, ce qui est plutôt pas mal. Elle est très sociable, elle va vite s'intégrer à la bande. Elle est aussi plutôt maligne et très observatrice. On va aussi découvrir que c'est quand même une jeune fille assez romantique et plutôt amoureuse puisqu'elle va tomber sous le charme de Tade assez rapidement. Quant à Tade, c'est pareil, j'ai bien aimé ce personnage. Un garçon très sympa, vraiment, qui essaye de faire de son mieux pour gérer tout le groupe parce que c'est en fait lui le chef du groupe. En fait, les ados ont créé leur propre petite société au sein de Nil et ils ont élu un leader tous ensemble et ils ont décidé que c'était Tade. Ils ont mis en place un règlement, des règles de vie afin de maintenir la paix entre tous
tous les habitants, on va dire, de Nil. Chacun est occupé à exercer un métier, il y en a qui cuisinent, il y en a qui vont chasser, pêcher. C'est vraiment, quand tu arrives sur Nil, il faut que tu contribues obligatoirement à la société, on va dire. Mais tu peux choisir ce que tu vas faire, c'est-à-dire que tu peux essayer plusieurs métiers et voir ce qui te convient le mieux. Et en fonction de ça, tu apportes ta contribution. Ils ont aussi mis en place tout un système pour permettre aux plus anciens sur l'île de partir en priorité faire des recherches. Pour le coup, c'est vraiment un roman pour ados qui va apporter de la matière parce qu'on représente en fait un petit peu comment la société, on va dire, est créée, les différents individus qui peuvent cohabiter dans une société, à savoir ceux qui sont pour la société, qui participent, ceux qui vont à l'encontre volontairement ou ceux qui sont juste marginaux et qui ne veulent pas se mêler aux autres pour diverses raisons. Donc voilà, dans Nil, c'est super intéressant d'avoir tout ça en plus de l'univers qui est super sympa. Du coup, pour en revenir à Tate, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un leader qui essaye de faire au mieux. Il est toujours à l'écoute des autres. C'est pas du tout quelqu'un qui apprécie être au pouvoir spécialement. Il est vraiment là parce que les autres ont voté pour lui et du coup, il essaie vraiment de se rendre utile. Il est un naturel gentil et assez rigolo et un petit peu séducteur sur les bords. Mais ce que j'ai le plus aimé dans ce personnage, c'est qu'il a une face lunatique. Je pense qu'il est très angoissé par Nil en fait, et évidemment c'est un petit peu facile à comprendre, hein. Lui, il voit juste Nil comme une grosse garce, comme je vous ai dit. Et ce qui est intéressant dans le roman, c'est qu'il personnifie Nil. Il parle de l'île comme d'une personne, vraiment. Il dit des choses par exemple, oh j'entends Nil qui rit de nous, Nil se moque de moi, Nil est en colère, Nil fait ce qu'elle veut. C'est vraiment un point du récit que j'ai beaucoup aimé. Je vais quand même relever quelques points négatifs, notamment la romance entre Tate et Charlie. Alors ce n'est pas négatif à 100% parce que j'ai quand même bien aimé leur histoire, mais c'est vrai que c'est un petit peu gentillé, je dirais. Et je trouve que ça prend un petit peu trop de place dans le roman, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus au fond. Par contre, j'ai pu voir que certaines personnes pensent que l'histoire entre Charlie et Tate est beaucoup trop rapide, et donc pas réaliste. Et j'ai envie de vous dire, oui, c'est vrai que leur histoire est très rapide, mais pour moi, je pense que c'est très justifié. Si vous arrivez quelque part et qu'on vous dit que si vous avez de la chance, vous pourrez survivre et vous échapper, mais que si vous n'en avez pas, au bout d'un an, vous mourrez, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous profitez, je pense. Voilà. Faut bien profiter un petit peu, moi je pense, au bout d'un moment. Ensuite, ce que j'ai pas trop aimé, c'est la fin du roman. C'est un peu trop mou, un petit peu trop kitsch. Moi, j'aurais voulu quelque chose de plus hardcore, on va dire. J'aurais voulu une fin en cliffhanger, vraiment, pour donner envie de lire le tome 2. Parce que pour le coup, la fin du roman, elle ne donne pas du tout envie de lire le second roman, en fait. L'histoire pourrait s'arrêter là. Par contre, l'auteur a quand même été maligne. Que même si la fin du roman, elle donne pas spécialement envie de lire la suite, eh bien il y a beaucoup d'éléments qui donnent quand même envie de se plonger dans le tome 2. Notamment parce qu'on n'a pas du tout toutes les réponses, surtout à propos de Nil. On reste vraiment dans le mystère. Et moi, rien que pour ça, je meurs d'envie de lire le tome 2 parce que j'ai besoin vraiment de savoir qu'est-ce que c'est que tout ce gros bordel. Surtout qu'il y a plusieurs théories amenées par divers personnages, donc forcément ça donne envie de savoir laquelle est la bonne, ou s'il y en a une bonne même, parce que peut-être pas finalement. Enfin bref, moi c'est une saga que je recommanderais vraiment parce que j'ai adoré. Si vous aimez tout ce qui est fantastique ou science-fiction, je pense que ça vous plairait. Par contre, je trouve que c'est pas spécialement une lecture qui sort du lot non plus dans le livre de science-fiction pour ados. En fait, pendant que je lisais Nil, je pensais à d'autres livres que j'avais lus. Je pense que ça dépendra vraiment des goûts de chacun et si vous accrochez aussi à la romance qui est assez présente. Après, si vous êtes un petit peu lassé des dystopies, des sociétés mises en place, tout ça, de type Divergent, Hunger Games, ben vous voyez toutes des sociétés un petit peu atypiques, ben peut-être que Nil ça vous plaira pas trop parce que comme je vous ai dit, c'est un petit peu pareil que d'autres romans. Ensuite, pour rester dans la saga pour ados, on va passer à Né à minuit. Je suis un petit peu mitigée, il y a vraiment beaucoup d'éléments que j'ai pas trop aimés, mais il y a d'autres éléments que j'ai quand même bien aimés. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais dans la barre d'infos, je vous mettrai des liens vers les chroniques que j'ai fait sur les bouquins de cette vidéo, que j'ai publié sur mon blog. Dans ce premier tome de Né à minuit, on va suivre la jeune Kylie, une adolescente un petit peu rebellée, en colère, un peu triste. Ses parents divorcent et elle en veut beaucoup à sa mère à cause de ça. Du coup, sa mère décide de l'envoyer dans une colonie pour jeunes adolescents marginaux. Kylie n'est absolument pas contente et n'a pas envie d'y aller, tout simplement parce qu'elle ne se considère pas comme quelqu'un de marginal, ni comme une rebelle. Elle est très réticente à l'idée d'aller là-bas et ça se ressent vraiment beaucoup. Quand elle arrive dans le bus avec tous les autres personnages de la colonie, elle se retrouve autour de gens habillés en noir, de style gothique. Il y a même une fille qui a des cheveux de 3 couleurs différentes, mais elle se dit Oh my god, qu'est-ce que je fais là? Non, 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 c'est pas possible. Enfin bref, Kylie est une adolescente pas contente, vous avez compris. Et
en débarquant à la colonie, elle va très vite se rendre compte que ce n'est pas une colonie simplement pour adolescents marginaux, mais plutôt pour adolescents surnaturels. En effet, ses camarades sont des vampires, des loups-garous, des fées ou autres créatures. Et en plus de ça, on lui apprend que si elle est là, c'est forcément pour une raison. Les êtres surnaturels ont le pouvoir de se ressentir entre eux, et Kylie, c'est clairement une surnaturelle pour les autres. Apparemment, ce serait héréditaire, mais on ne lui a jamais parlé d'être surnaturel dans sa famille. Pour elle, elle est humaine, c'est une grossière erreur. Elle n'encaisse pas le coup. Néanmoins, petit à petit, elle va s'adapter à cet univers. Et je pense que ses nouveaux amis ne sont pas en reste. En effet, elle va faire pas mal de rencontres dans ce roman. Donc je vais me servir de ça pour faire une transition sur les personnages et vous donner mon avis dessus. En ce qui concerne Kylie, franchement, je suis pas trop fan d'elle, mais je la déteste pas trop non plus. En fait, ce que j'aime pas avec ce personnage, c'est que c'est vraiment l'adolescente typique en colère, rebellée et tout ça. Quand on a beaucoup lu de romans pour ados, c'est une héroïne mais vraiment qu'on a déjà eu beaucoup de fois. Pour moi donc elle était un petit peu fade et pas très originale, limite un petit peu ennuyeuse. Mais j'ai quand même bien aimé son évolution finale, elle s'assagit un petit peu à la fin du roman et surtout elle prend conscience de certaines réalités, elle devient un poil plus mature. Et puis franchement l'ado en colère et rebellée contre ses parents, un peu contre tout le monde et pas très heureuse, ben c'est une phase par laquelle on est un petit peu tous passés je pense. Donc on peut pas vraiment cracher à la figure de Kylie d'être comme ça. Par contre elle va très vite s'attacher à ses nouveaux amis, notamment à Miranda et Adela qui sont deux personnages secondaires que j'ai vraiment adorés. D'un côté on a Miranda, c'est une petite sorcière aux cheveux tricolores. Elle est vraiment toute mignonne, elle est très gentille, douce, un petit peu naïve et elle parle beaucoup de garçons. C'est un personnage qui respire la bonté et la gentillesse et la mignonitude en fait. Elle est trop mignonne cette petite Miranda, je l'ai adorée. Ensuite il y a Della qui est certainement mon personnage préféré pour le moment. Là c'est une vampire mi-européenne, mi-asiatique, elle a de longs cheveux noirs, elle s'habille en noir, elle est très pâle. Elle a du caractère, elle ne se laisse vraiment pas marcher sur les pieds et elle est toujours là pour défendre ses copines dès qu'il le faut. Elle est aussi très impulsive et plutôt colérique, elle se met très facilement en colère et elle peut avoir des répliques plutôt cinglantes, voire blessantes, mais au fond c'est quand même une amie en or. Du côté des garçons, j'ai beaucoup aimé Lucas. C'est un garçon plutôt silencieux et un petit peu mystérieux, mais je pense que ça vient surtout du fait qu'on le voit pas beaucoup. Ce que j'ai aimé en fait, c'est son histoire avec Kylie, mais je parle pas de l'histoire du roman, mais du passé, on va dire, qui les unit, parce que Kylie, elle connaît Lucas en fait. Elle éprouve de la colère et un petit peu de peur envers Lucas, mais en même temps de la fascination, et elle ne le déteste pas autant qu'elle le voudrait. Elle est plutôt troublée par rapport à ce personnage, et j'ai bien aimé cette ambiguïté dans ses sentiments, ça m'a pas mal plu. Ensuite, on a Derek. Alors Derek, j'ai un gros problème avec lui. J'ai du mal globalement avec les personnages qui paraissent parfaits, qui sont très mielleux et tout ça. Pourtant, il est sympa. Il est un brin séducteur, il tombe amoureux de Kylie assez rapidement et il fait tout pour être aimé par elle, mais je sais pas pourquoi, moi il m'inspire pas confiance. J'ai un problème avec ce personnage, je sens qu'il y a quelque chose. Non, je lui fais pas confiance, j'y arrive pas. Ça se trouve je me plante totalement, mais vraiment totalement, ça va faire comme avec Sylvain dans High School. Au niveau de l'histoire, je dirais qu'il y a pas mal d'actions et de péripéties dans ce premier roman, je trouve pas que ce soit ennuyeux, il y a toujours quelque chose qui se passe, donc ça c'est bien. Après j'ai quand même trouvé que c'était plutôt axé pour jeunes adolescents, assez gentillé, et on creuse pas assez l'histoire, on reste un petit peu trop à la surface de tout l'univers de la saga. Un peu comme Neil, j'aurais voulu qu'on rentre un petit peu plus dans l'univers de l'histoire et un petit peu dans tout ce qui se passe autour de ça, plutôt que se centrer sur la romance. D'autant que là, pour le coup, on retrouve le fameux triangle amoureux super chiant, donc la fille amoureuse de deux garçons et qui ne sait pas lequel choisir, voilà. Pour le coup, si vous aimez ça, vous allez être très content parce que ça respecte vraiment le truc du triangle amoureux. En plus, les deux garçons sont pas du tout pareil de caractère et Kylie ne les aime pas tous les deux de la même manière, donc ça d'un côté c'est un petit peu intéressant, mais moi les triangles amoureux c'est pas du tout ma tasse de thé, moi je trouve ça chiant, enfin bref, du coup j'ai pas trop accroché à ça. Donc pour moi ce premier tome c'est plutôt bof, mais le fait que j'ai adoré des personnages secondaires, ça me donne envie de lire la suite du roman. En plus, j'ai bien aimé la relation entre Kylie, Della et Miranda, donc les trois copines ensemble, je les trouve vraiment rigolotes. Elles sont divertissantes et on passe quand même un bon moment à lire leurs aventures, pas qu'à elles, mais à toutes les aventures de Kylie et des gens de la colonie. Je sais pas encore si je lirai la saga en entier, mais je vais au moins lire le deuxième tome, notamment pour les points que je vous ai soulevés, mais aussi surtout pour un élément concernant Kylie qui reste super mystérieux autour d'elle, ça m'intrigue un petit peu. Donc là, clairement, c'est pas vraiment un roman que je conseillerais pour le coup. C'est pas la série fantastique pour ados que j'ai préférée, c'est pas la plus ouf. Après je vous parle que du tome 1, peut-être qu'avec la suite ça s'améliore, je ne sais pas, mais pour l'instant je suis plutôt mitigée. J'ai des attentes pour la suite en tout cas et j'espère qu'elles seront comblées. Par contre je pourrais quand même conseiller ce roman aux jeunes ados parce que je pense que c'est le récit typique pour ados et donc ça pourrait plaire à pas mal d'entre vous. Surtout si vous aimez le fantastique et le surnaturel. Si vous voulez une saga avec des personnages assez accrocheurs, dans laquelle il se passe pas mal de choses. Voilà, un petit peu d'action, de mystère, de romance et d'amitié. D'ailleurs
un autre truc que j'ai bien aimé à propos de l'histoire, c'est que en fait les êtres surnaturels ils sont là un petit peu pour apporter une morale, on va dire, à propos de la tolérance des uns des autres. Donc pour les jeunes, je trouve que c'est pas mal du tout. Mais franchement, si on est un lecteur avisé, vous allez voir que le scénario est globalement très prévisible et qu'il n'y a aucune surprise. Donc voilà, je recommande avant tout aux plus jeunes lecteurs ou aux novices, mais pas spécialement aux personnes plus âgées ou à ceux qui sont déjà avisés dans ce genre de lecture. Bon, pour la suite, on va être un petit peu plus rapide, ne vous inquiétez pas. On va passer à Mémoire d'écume de Brigitte Guilbeault. C'est un roman assez court, donc je vais pas y aller par 4 chemins. Et 67 pages, donc vous voyez, c'est très rapide à lire. L'histoire d'une femme qui est mère de 2 jeunes enfants. Un matin, elle va se réveiller, sortir de son lit et elle va se retrouver nez à nez avec son propre cadavre pendu dans l'escalier. Elle s'est suicidée, mais elle ne sait plus du tout pourquoi. Et en fait, elle se retrouve en tant que fantôme dans sa propre maison et l'histoire tourne un petit peu autour de ça. En fait, j'ai un petit peu eu l'impression de lire le témoignage, mais genre comme si c'était un vrai témoignage, vous voyez, d'un fantôme. Genre un fantôme qui aurait écrit un bouquin sur ce qui s'est passé après sa mort. C'était un petit peu la sensation que j'avais. J'ai bien aimé ma lecture, j'ai passé un bon moment. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Il se passe pas non plus des choses de fou, mais c'est intéressant de voir comment un fantôme va voir ce qui se passe après sa mort. Il va voir grandir un petit peu ses enfants, mais pas tout le temps, parce qu'il n'est pas toujours présent, on va dire. Elle essaye aussi un petit peu de se manifester dès le début, parce que comme elle est toujours là, elle veut montrer sa présence. Donc voilà, je vous en dirai pas plus. C'est une lecture qui change un petit peu de ce que je lis d'habitude. J'avais vraiment jamais lu de récit comme ça. Et donc j'ai trouvé que c'était sympa, que ça faisait du bien. Après, j'ai pas non plus adoré, j'ai pas non plus eu un coup de cœur, loin de là. C'était vraiment une lecture agréable et un bon passe-temps, mais c'est pas un truc que je relirais, je pense. Du moins que je pourrais relire parce qu'il n'est vraiment pas long. Mais niveau envie, c'est pas spécialement une série que j'aurais vraiment très envie de relire. Donc ouais, je dirais plutôt que je conseille, tout simplement si l'histoire vous a intrigué vous aussi. Parce que c'est pas long, donc je pense qu'il doit pas coûter très cher. C'est rapide à lire et ça fait une petite pause, on va dire, entre 2 grosses sagas ou 2 gros bouquins, enfin voilà quoi. Après, rien de très marquant non plus, je sais pas s'il va vraiment rester dans ma mémoire très longtemps. D'autant plus que j'ai une mémoire de poisson rouge, alors super. Par contre, la fin, il me semble que ça se termine assez subitement, ou que j'avais pas aimé quelque chose, je sais plus. Il y a un truc qui m'avait déplu avec la fin.